Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas toute la société. Puis aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège d'avoir une invitée bien spéciale, une prof de maths, mais une conseillère pédagogique en mathématiques aussi, ma chère Mélanie Morissette, qui est conseillère à l'innovation pédagogique au Collège Saint-Alexandre de Gatineau. Comment ça va, ma chère? Ça va très bien, toi? Bien, certainement. C'est vendredi pour nous. On est en train d'enregistrer ça. Notre épisode va sortir juste en décembre, mais on se fait plaisir. Vendredi après-midi, on jase pédagogie. Puis là, moi, je suis un ancien prof de français au secondaire. Fait que quand j'ai la chance de rencontrer des experts en mathématiques, j'aime ça parce que là, je mets mon chapeau d'apprenant cet après-midi. J'ai plein de questions parce que moi, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un prof de maths. Puis, innovation pédagogique, ça ressemble à quoi, là, tu sais? Fait qu'on va brasser des belles idées ensemble cet après-midi. Mais pour les gens qui prennent le temps de nous écouter, c'est qui ça, Mélanie Morissette? En gros, là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Moi, je suis une enseignante de mathématiques. J'ai enseigné pendant 18 ans, majoritairement au premier cycle, mais aussi en cinquième secondaire. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'être rendue conseillère à l'innovation pédagogique. Donc, c'est le fun parce que j'ai la chance de toucher à plein de choses, puis de travailler avec d'autres enseignants qui sont motivés puis qui veulent changer leur pratique. Donc, c'est très stimulant. Puis en parallèle à ça, ça fait 4 ans que je siège sur le CA du GRMS. Donc, OK. j'ai organisé 4 congrès, dont on vient de terminer là, notre congrès qui était début novembre. OK. C'était un gros moment là, pour moi, là, l'organisation de ce congrès-là, mais c'est tellement des moments riches Ouais. d'échanges, puis d'apprentissage, puis de partage, puis de réseautage. Donc, ça nous donne comme l'élan qu'on a besoin pour faire toute l'année. Ouais, c'est sûr, hein, se rassembler puis se co-contaminer Oui. entre passionnés, là, c'est sûr, c'est le fun. On a comme l'impression de trouver notre tribu, là, tu sais. Ouais. Ben, nous, c'était un petit peu suite à ça, hein, le GRMS. Je pense que vous avez publié des choses, on a comme réagi à des publications, puis on s'est dit, hey, salut! Je me souviens pas comment ça s'est passé, puis là, je t'ai lancé l'invitation. Ça te tente-tu qu'on en jase, tu sais, un petit peu de ce qui se passe? Fait que je ne sais pas par quel chemin commencer, mais innovation pédagogique pour toi en 2025, avec tout ce qui se passe, ça peut représenter quoi dans tes mots à toi, là? Mais l'innovation pédagogique, moi, ça va au-delà de juste tout ce qui est technologie. Il y a cette partie-là, mais il y a une partie qui peut se faire sans nécessairement la technologie. L'innovation pédagogique, c'est aujourd'hui avec nos jeunes de 2025, qu'est-ce que ça prend pour les motiver, puis comment nous, on doit les préparer à ce qui les attend bientôt là, sur le marché du travail. C'est nos jeunes, c'est l'avenir de demain, là. C'est eux autres qui vont occuper plein de belles positions là, d'ici quelques années. Donc, comment revoir le modèle de l'école pour que ça corresponde aux compétences qu'ils ont besoin de développer? Donc, il y en a qui sont numériques, bien entendu, mais il y en a plein de compétences qui sont humaines qu'il faut Ouais. développer avec nos jeunes. Donc, c'est tout brasser ces idées-là puis voir comment qu'on peut faire pour cette belle jeunesse-là qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, ils sont tellement importants, hein? Tellement importants. Ça nous pousse parce que dans le fond, il faut se réinventer, il faut demeurer pertinent, il faut demeurer intéressé au monde qui les attend eux et pas nécessairement au monde que nous, on a connu. Puis ça, des fois, c'est déchirant. Des fois, on est comme nostalgique. On s'ennuie de 1987. Puis, tu sais, là, on souhaiterait que cette époque-là soit disponible à certains enfants, là, tu sais, mais... Fait qu'en mathématiques, qu'est-ce qui t'allume? Mettons, on arrive là, 2025, les jeunes d'aujourd'hui. Il y a la techno, mais il y a l'humain, puis il y a des compétences. Ça, c'est des mots-clés que je retiens, là, puis j'en échappe peut-être. Mais qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui bouillonne, toi, dans ton lobe frontal, là, comme conseillère pédagogique en maths, là? C'est quoi les idées qui te stimulent puis qui peuvent nous aider justement à mieux préparer ces jeunes-là, là? Mais tu sais, aujourd'hui, on a accès à toute la connaissance sur le bout des doigts. Donc, nos jeunes en mathématiques, il faut vraiment développer avec eux toute leur réflexion, toute leur pensée, tu sais, comment ils vont résoudre des problèmes, mais aussi de façon très créative parce qu'ils ont besoin de... Puis ils sont très créatifs, nos jeunes. Puis
qu'est-ce qui m'allume comme approche pédagogique présentement qui regroupe plein de choses? C'est la classe collabo-réflexive en mathématiques ou en anglais, on appelle ça The Building Thinking Classroom. Donc, la collaboration, ça, c'est une compétence clé qu'il faut développer chez nos jeunes. La réflexion, comment aborder un problème, comment le réfléchir. La prise de risque, ça, c'est difficile, prendre des risques, parce que si on ne prend pas de risque, on ne peut pas comme développer notre pensée, trouver des solutions créatives. L'autonomie chez les jeunes et l'empathie. Comment qu'on fait pour développer l'empathie avec nos jeunes dans une classe de maths? Ben, cette approche pédagogique-là réussit à amener nos élèves à développer cette empathie-là envers les autres par la collaboration, par les savoirs on est tous responsables que tout le monde apprenne dans la classe. C'est plus l'enseignant qui est le responsable premier, c'est tout le monde ensemble. Ça bouscule, ça. Fait que j'imagine que tout ce que tu viens de nommer, ça s'applique d'abord aux pédagogues, parce que si on veut que les jeunes vivent ça, il faut toujours bien savoir ce que ça représente pour nous. Puis si j'ai bien compris, si tout le monde est responsable, ça veut dire que moi, ma job, c'est de leur faire une place. Il y a comme un lâcher-prise qui vient avec ça, là. Oui, oui. Il y a comme une perte de contrôle. Fait que je gagne quoi de faire ça, là? Mettons qu'on parle des gains avant qu'on aille dans le comment, là. Si tu peux nous parler, je gagnerais quoi de commencer à faire ça si je sais pas que ça existe? Ben, tu sais, dans les classes en général, là, pas juste en mathématiques, moi, ce que j'entends le plus sur le terrain, c'est les enseignants qui me disent les élèves participent plus. Tu sais, Ouais. ils ont peur de lever la main, ils ont peur de participer, ils trouvent, pour plusieurs raisons, là, mais les élèves participent plus. Puis ce manque d'échange-là, puis de participation avec les élèves fait en sorte que ben, c'est plate pour l'enseignant là, quand tu parles, puis il n'y a pas de retour. Mais cette approche-là répond à ça. Donc, quand tu laisses la place aux élèves, puis que tu leur donnes la chance d'apprendre par eux-mêmes, de créer des liens par eux-mêmes, ben, ils vont aller chercher les autres, mais ils vont aller te chercher toi aussi. Puis tu vas te remettre à développer ce lien-là avec les élèves. Les élèves vont reparler avec toi, vouloir communiquer, mais ça va se faire autrement, là. Ça se fait pas tout le monde assis, puis le prof parle, puis on lève la main, là. Ça se fait que tout le monde est un peu partout dans la classe, il y a du mouvement, puis les élèves t'appellent, puis tu vas les voir, tu vas les rencontrer, puis tu vas à leur rencontre, mais tu retrouves ce goût-là, ce désir-là d'échanger avec les élèves, puis de développer un lien, puis une relation. Je me dis, juste à t'écouter décrire ça, je peux juste m'imaginer la quantité de preuves d'apprentissage qui sont disponibles si tu observes un petit peu, puis si tu as moindrement un peu d'expertise dans le contenu que tu es en train d'enseigner. Tu sais probablement pourquoi tu as fait le design de ta leçon de cette façon-là, fait que tu sais ce que tu cherches. J'imagine que ça doit être riche en preuves d'apprentissage en temps réel, puis la capacité de donner une rétroaction en temps opportun comme rapidement, et il doit en avoir plein, là. Je me dis, peux-tu me parler de ça? Mais c'est qu'est-ce qui, dans une classe collabo-réflexive, là, les trois éléments de base. On parle là, comment mettre sa classe en place rapidement en trois éléments. Il y en a 14 pratiques, mais si on prend les trois premières, ben, il faut penser, trouver des activités, des tâches qui permettent la réflexion, qui sont riches. Donc ça, c'est le premier travail à faire. OK? Ça, il faut faire travailler les élèves en équipe de trois de façon aléatoire. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pas l'enseignant qui décide de placer trois élèves ensemble pour peu importe la raison. C'est le hasard qui décide ça et le hasard doit être visible auprès des élèves pour pas que les élèves pensent que hier soir à la maison, j'ai réfléchi. Ok, parce que on veut prouver aux élèves qu'on leur fait tous confiance puis on croit en eux. Donc, si on leur fait confiance puis on croit en eux, il ne faut pas juste le dire, il faut le faire par nos actions. Puis un des moyens de le faire, c'est en leur faisant confiance, en les mettant en équipe au hasard. Ils se retrouvent avec des gens qui ne sont pas placés par habileté, ils sont pas placés pour, ils sont vraiment placés au hasard. Donc, une tâche réflexive, des équipes de trois aléatoires, trois pour qu'il y ait un mouvement de partage. Quatre, ça devient deux équipes de deux. Deux, Ouais. il n'y a pas assez de monde pour développer des idées. Mhm. Et la troisième chose, c'est qu'ils doivent travailler debout sur des surfaces verticales non permanentes. Une surface verticale non permanente, c'est un tableau, par exemple. Ouais.
Debout, parce que les études ont prouvé que assis, on s'engage moins, on réfléchit moins, on est moins engagé cognitivement. Et sur des surfaces verticales non permanentes, c'est pour la prise de risque. Quand il y a pas, si je mets des feuilles de papier au mur puis j'écris dessus, ben c'est permanent. Si je me Ouais, trompe, si je fais des erreurs, je peux pas l'effacer. ouais. Donc, pour augmenter la prise de risque, puis que les élèves développent, tu sais, des idées créatives, ben il faut que ça soit non permanent. OK. Et ça fait en sorte que l'enseignant, là, il peut se placer au milieu de sa classe, il voit 360 degrés tout ce qui se passe en un coup d'œil. Donc, on voit tout, tu sais, quand ils sont assis à leur bureau puis ils écrivent, on voit rien. Il faut circuler, puis c'est difficile. Là, on voit tout ce qui se passe dans la classe en un coup d'œil. On peut aller donner de l'aide à du monde, on peut aller donner des défis à d'autres personnes, puis on donne de la rétroaction instantanément, puis très spécifique sur le besoin, parce que moi, je vois, oh, cette équipe-là a de la difficulté. Je peux aller directement leur donner le petit coup de pouce qu'ils ont besoin en temps réel, puis de façon très spécifique. Donc là, ben on répond aux besoins de tous et chacun. Et j'imagine que pendant qu'on est là, debout, on voit un besoin, le type de rétro puis de questions qu'on pose, on veut, j'imagine, là, je suppose, soutenir la réflexion. Oui. Donc, il ne faut pas poser une question qui tue la réflexion. C'est ça. Donc, il faut réfléchir à nos questions, puis souvent, c'est relancer une question aux élèves. Parce que notre objectif, c'est pas leur donner les réponses, c'est de les faire réfléchir. C'est ça. OK. Fait que là, tu as dit, première chose, il faut que j'ai quelque chose, une activité qui va amener les élèves à réfléchir. As-tu comme un exemple là, pour les profs qui sont pas des profs de maths comme moi, mettons, là? C'est quoi un exemple d'activité simple, là, pour que je comprenne ce que je pourrais faire pour amener les jeunes à réfléchir en maths? Mettons, ils s'en vont debout au tableau, ça, j'ai ça dans ma classe, il est pas blanc, il est vert, j'ai des craies jaunes, correct, ça marche. Mais c'est quoi l'activité? Bien, il existe plein de types d'activités, mais ce qui est intéressant pour débuter sa classe, là, parce qu'après ça, on peut aller avec des tâches très plus mathématiques concrètes, là, mais Ouais, ce qui est important, là, c'est souvent des problèmes qu'il y a plusieurs façons de le résoudre ou qu'il y a plusieurs réponses possibles. OK. Donc, tu sais, si on pense à un problème qui a plusieurs réponses possibles, ben, on est très, tu sais, ça va amener la réflexion où il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre. OK. On n'impose pas de chemin, on n'impose rien. Mais dans l'approche, pour réussir à faire des tâches mathématiques très, très curriculum, là, très programme de mathématiques, ben, il faut modéliser ça, modéliser tout, c'est quoi la collaboration, c'est quoi l'écoute, c'est quoi l'autonomie, c'est quoi l'empathie. Tu sais, modéliser vraiment toutes les compétences nécessaires. Puis pour ce faire, il faut y aller avec des tâches qu'on appelle hors curriculum. Donc, des tâches qui sont comme des énigmes ou des jeux mathématiques qui vont amener les élèves à développer tout ça, à résoudre des problèmes, mais de façon vraiment plus ludique. Donc, par exemple, une des tâches classiques, là, c'est tu prends le nombre 25, puis tu le décomposes en une suite d'additions. Donc, OK. 10 plus 10 plus 5. Ça donne 25. Ouais. Et là, tu changes tes additions pour des multiplications. Donc, ça donne 10 fois 10 fois 5. Donc, ça donne 500. Et là, tu demandes aux élèves, OK, ben, es-tu capable de décomposer le nombre 25 autrement pour que quand tu changes les additions, multiplications, ça donne, tu battes ton résultat, ton 500. Et là, tu les laisses réfléchir comme ça pendant une partie de la période. Puis là, ben, OK. tu sais, ils vont essayer plein de choses, ils vont découvrir plein de choses, ils vont, puis là, ben, à un moment donné, ils vont aussi avoir le petit défi de, ah, je veux battre mon résultat, je veux battre mon résultat, je veux battre mon résultat. Puis là-dedans, ben, c'est comme un jeu, mais il y a quand même beaucoup de mathématiques qui se cachent derrière tout ça. Puis ça, Mhm. c'est ce qu'on appelle une tâche hors curriculum pour partir, pour tout modéliser vraiment les bons comportements. OK. Fait que je dois préparer mes élèves à être capables de tirer profit de cet environnement-là. Mhm. Puis je les prépare, je modélise tout ça. Puis non, je comprends. Puis il y a plus qu'une bonne réponse. En d'autres mots, ce qu'on veut valoriser au-delà de la bonne réponse, c'est le raisonnement, le processus, les chemins qu'on emprunte pour arriver à nos réponses. Oui. C'est tout ça?
Donc, tu sais, au bout de la ligne, est-ce que, ben, c'est le fun de faire un retour sur c'est quoi le plus grand produit qu'on peut trouver, mais c'est intéressant aussi de juste valoriser tout ce qui a été fait, toutes les stratégies, puis à la fin, tu sais, à la fin de l'activité pour la consolidation, ben, tu sais, faire une visite de tout ce qui a été fait au tableau, quelle stratégie qui a été prise, puis d'en discuter, puis que les élèves puissent partager leur raisonnement. Donc, ça, c'est intéressant. Puis après ça, ben, les élèves repartent avec qu'est-ce qui leur correspond à eux, quelle stratégie qu'ils ont aimé, puis mais ouais, toute cette approche-là. Puis après ça, ben, là, après ça, on peut y aller vraiment, disons, avec nos résolutions d'équations en algèbre ou avec notre addition de fractions, n'importe quoi. Mais les élèves, on a développé ce mode de réflexion-là. Puis, on leur donne pas trop d'éléments. On lance l'activité. Donc, normalement, tu devrais rentrer en classe, tu prends tes présences, tu fais qu'est-ce que tu as à faire, ta petite routine. Mais après ça, tu prends tout ton groupe, tu dis tout le monde debout, tu les amènes avec toi au tableau et tu as 5 minutes pour faire le lancement de ton activité. Donc, en 5 minutes, tu n'as pas le temps d'expliquer l'addition de fractions de long en large, mais tu donnes assez d'éléments pour que les élèves puissent repartir, construire sur leurs connaissances antérieures. Puis là, tu leur donnes des additions de fractions qui sont faciles. L'important, c'est de leur donner de quoi de très facile parce qu'on veut que tous les élèves s'engagent. Si on donne une tâche trop difficile pour commencer, puis qu'il y a des élèves qui ne sont pas capables d'entrer dans la tâche, bien, on ne les engagera pas de la période. Non. Donc, il faut qu'ils vivent un succès en partant. Ouais. Tu leur donnes une tâche facile, puis après ça, ben, on dit qu'on augmente le niveau d'intensité de la tâche. Donc, on met des dénominateurs qui sont pareils au début. Après ça, des dénominateurs qui sont le multiple de l'autre. Puis après ça, des dénominateurs complètement différents. Mais ils bâtissent tranquillement ce type de réflexion-là, mais sans que toi, tu l'aies enseigné, mais collectivement. Puis les élèves, si l'enseignant voit le 360 de la classe, les élèves sont capables de voir aussi qu'est-ce qui se passe, puis aller voler une idée de quelqu'un. Mhm. Ah, absolument. Ça met en valeur la collaboration puis le cerveau collectif, là. Ben oui. C'est riche, hein? Mhm. Ouais. Fait que c'est quoi mettons, là, que je suis un enseignant, puis j'écoute ça, puis je me dis, je fais pas ça encore, ça m'intéresse. Puis là, tu m'as déjà donné des pistes concrètes sur comment je fais ça. Ça change quoi dans ma planification, mettons? Comment je me prépare pour une leçon plus traditionnelle versus une leçon comme celle-là? À quoi je dois penser quand je me prépare? Mettons, quand les élèves sont pas là, qu'est-ce qui change puis qui pourrait m'aider à me préparer à vivre une réussite, moi? Parce que ça va être un saut dans le vide pour moi, là, si je m'essaye avec ça, là. As-tu des conseils? Oui, ben moi je conseille de partir avec des problèmes, tu sais, tu sais, dans nos cahiers, dans nos manuels, des fois on a des problèmes plus riches, plus complexes, qui demandent plus de réflexion, mais qu'on Ouais. maîtrise parce qu'on le faisait avec nos élèves. Mais ça peut être les premiers problèmes à faire. Si OK. on prend quelque chose de connu, là, Ouais. mais qui demande de la réflexion, qui a différents chemins à prendre, puis on lance nos élèves comme ça. Donc, on y va avec des choses connues, des choses qu'on maîtrise. Après ça, ben, puis là, ben, on va pouvoir nous aussi, parce que, tu sais, en anglais, l'approche s'appelle Building Thinking Classroom. Le building, ce mot-là, là, Ouais. est vraiment important parce que l'élève construit, mais l'enseignant doit aussi construire. On est en apprentissage puis en construction de cette approche-là, je pense, toute notre carrière de prof de maths, là. Puis le chercheur, Peter Liliadol, c'est la même chose pour lui, là. Il réfléchit puis il est tout le temps en réflexion par rapport à cette approche-là. Donc, y aller avec quelque chose de connu, quelque chose avec lequel on se sent à l'aise, puis expérimenter, regarder comment les élèves réagissent, comment est-ce que j'ai été capable de pas trop pister mes élèves, parce que c'est difficile quand il y a une question, hein, de pas répondre puis de pas leur dire comment faire, mais juste leur donner le bon indice ou leur donner la bonne question, parce que nous, comme enseignants, là, on change de posture. On pré-enseigne pas, donc on prépare pas des cours nécessairement magistraux à toutes les périodes. Parce que les OK. périodes qu'on fait ça, c'est les élèves. Il faut penser à une séquence où les élèves peuvent construire leur savoir. OK. Donc, nous, on devient un Wow. guide. Fait que là, t'es en train de dire que parfois les élèves posent des questions pour arrêter de réfléchir, puis il faut reconnaître ça, puis résister à la tentation? Oui, c'est difficile. C'est une des choses les plus difficiles comme enseignant, c'est de
pas donner la réponse à l'élève quand il me pose la question, mais d'y donner l'indice nécessaire pour qu'il puisse la trouver. OK. Ça, on n'est pas habitué, hein, comme enseignant à faire ça. Ben écoute, ça amène une autre posture. C'est clair. Fait que là, mettons qu'on l'expérimente, on voit les gains en apprentissage parce que forcément, d'un point de vue juste social, le bruit, gérer les groupes, les comportements, les mises en commun, les prises de parole, ça me prend des compétences comme enseignante ou enseignant pour être capable de gérer ça. Parce Mhm. que, tu sais, j'amène, tu sais, tu étais en secondaire 5, cette approche-là demande aux élèves de prendre un risque social avant de prendre un risque cognitif, là. Mhm. Puis si je Oui. le gère, si je démontre aux élèves que moi, je suis capable de gérer ça, un environnement comme ça, ils ont comme le goût de prendre les risques cognitifs après, là. Fait qu'il y a comme, y a-tu des choses qui n'ont pas été nommées jusqu'à date que tu dis, OK, pour la dimension, créer une sécurité sociale dans la gestion de tout ça, y a-t-il quelque chose que tu n'as pas nommé qui est comme importante dans les moments où peut-être qu'il y a des mises en commun ou peut-être qu'il y a des débats sur la meilleure procédure avant de donner, parce qu'il y a un moment donné où on donne des réponses qui sont plus efficaces que d'autres, plus élégantes mathématiquement que d'autres, j'imagine, là. On amène une précision. Fait que, y a-t-il des pistes pour nous aider à réussir de ce côté-là, de point de vue du prof, là? Pour être capable de bien gérer tout ça, ben, il faut accepter le chaos. Puis moi, Ouais. OK. il y a un mot que j'ai entendu une fois, puis je l'aime beaucoup, c'est, tu sais, le bruit pédagogique. Oh, Apprendre, ça peut créer du bruit, un bruit pédagogique. C'est ça qu'il y a dans ma classe présentement, là. C'est pas silencieux. Oui, ça parle, ça crie pas, là, ça, c'est pas le bordel, mais il y a un bruit pédagogique. Donc ça, c'est le faire comprendre aussi des fois aux collègues qui partagent, qui est le local à côté. Mais oui, il va y avoir un petit peu de chaos, un petit peu de bruit, mais tu sais, réfléchir puis être créatif, ça se passe pas dans un environnement droit et bien structuré, là. C'est rare qu'on trouve des solutions quand on est dans une des pratiques du livre de la classe collabo-réflexive. Il parle de, en anglais, ils disent defront, donc de ne pas mettre toutes les pupitres qui font face en avant de la classe. Donc, un, c'est d'enlever le concept de devant la classe, là. Donc, ouais. il n'y a plus de devant, parce que de toute façon, il y a des tableaux 360. Donc, le prof peut aller écrire sur n'importe quel tableau, mais les pupitres sont en îlot de 3 parce qu'ils sont en équipe de 3, mais ils font pas face, aucun îlot de 3 fait face au même endroit. Et la raison, c'est que ça prend un petit peu de désordre pour réussir à créer, réfléchir, puis à développer. Donc, tu sais, c'est très rare que dans un environnement très strict, très rigide, très droit, on réussit à trouver des solutions créatives à des problèmes. Donc, même l'environnement de la classe. Donc, il faut accepter tout ce petit chaos-là qui est contrôlé. C'est Ouais. pas contrôlé, mais il y a un petit chaos. Il y a une petite zone là, d'inconfort, mais en le vivant, on finit par être confortable dans cette zone d'inconfortable. Mais si je me trompe pas, un des podcasts que j'ai déjà écouté de toi, il y avait un cadran, tu sais, les 4 cadrans mathématiques, puis c'était confortable, inconfortable. Oui, oui. Ben, les 4 étapes pour ben, les 4 dimensions de sortir de sa zone de confort, tu es confortablement confortable. Ça, c'est ce que Ah, tu fais présentement. Tu es inconfortablement confortable pour les personnes peut-être qui écoutent le podcast présentement, qui disent OK, la Thinking Classroom, la classe collabo réflexive, c'est une idée. Juste à y penser, ça crée un inconfort parce que je ne suis pas certain ce que ça donnerait, mais je suis encore confortable dans ma pratique, il n'y a rien qui a changé. Si je l'essaye, je suis inconfortablement inconfortable. Je vais ressentir qu'il y a comme quelque chose de bizarre qui se passe parce que j'ai jamais fait ça. Moi, amener des élèves à travailler en équipe de 3, puis là, il y a du bruit. Fait qu'elle a bien raison, ma chère Mélanie, il y a du bruit, puis je suis pas sûr, là. Puis le dernier bout, c'est je deviens confortablement inconfortable. Fait que je suis confortable affectivement de sortir de ma zone de confort pédagogiquement dans mes actions. Puis ça me fait avancer comme pédagogue. C'était ça les 4 étapes, là. c'est ça. Puis, ben, moi, quand j'ai compris ça, puis que là, j'ai accepté d'être dans la zone confortablement inconfortable, ben, ça a changé plein de choses. Puis, une approche comme celle-là a pu émerger en moi. Mais c'est Oh, quand wow. donc ça a toujours resté très clair dans ma tête, là, tu OK. sais. Ouais, ouais.
je me vois clairement dans ce cadran-là, puis en plus organisé mathématiquement, donc ça me paraît, là. OK, ouais, c'est ça. Je voyais les quatre cadrans, moi. Oui, 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 oui. Mais, tu sais, mettons qu'on active un principe que tu viens de mentionner, qu'on le nomme, là. Pas qu'on l'active, mais qu'on le nomme, c'est que l'environnement soutient l'approche pédagogique. Mhm. Fait que, tu sais, l'environnement est au service de l'approche qui est là, puis ça demande du lâcher-prise. Fait qu'il y a un mindset, il y a une posture. Oui, C'est pas à propos de mon confort, c'est pas à propos du chaos, c'est à propos de l'apprentissage puis de l'environnement qui le permet. Fait que ça, c'est tout un changement. oui. Wow! Là, j'ai plein d'autres questions, mais mettons, là, à vol d'oiseau, j'écoute ça, je me dis, OK, c'est pas une activité récompense s'ils sont bons, puis là, on va se payer une traite un vendredi par mois. C'est une façon de faire. Mettons, sur une période de 10 jours, là, je peux m'imaginer vivre combien d'activités comme ça si je les vois 5 fois par semaine, les jeunes en mathématiques. Je peux m'imaginer en vivre progressivement, là, combien sur 10 jours? C'est-tu une par jour? Y a-tu comme un rythme avec lequel c'est-tu, tu sais, là, comment tu vois ça? Mais moi, quand je me suis approprié cette approche-là, je suis allée comme la première année, comme j'ai dit, avec des problèmes que je maîtrisais. Puis j'en ai fait quelques-uns, puis j'ai trouvé ça super le fun. Puis là, les élèves participaient, puis étaient engagés. Puis l'année d'après, j'en ai ajouté plus à ma pratique. Je suis allée avec des activités vraiment qui font partie de mon curriculum, comme l'apprentissage des fractions, qu'on y va, je laisse mes élèves progresser par eux-mêmes parce que j'ai bien planifié ma séquence avec des tâches plus faciles jusqu'à des tâches plus difficiles. Mais j'ai un enseignant que j'ai accompagné que lui, il va all-in à tous les cours. OK. Puis lui, il se sent confortable, puis il aime ça, puis il a fait un, tu sais, il a tourné là, 180 degrés là, complètement. Puis il y en a plein qui y vont progressivement. Moi, j'adore cette approche-là. Là. J'ai jamais vu autant d'élèves s'engager, puis être motivés, puis s'entraider, puis développer des compétences, mais il y a tellement d'autres choses que j'aime faire aussi. Oui, Tu sais, oui, oui. moi, j'y vais selon ce qui me parle avec l'activité. Tu sais, si j'ai une activité que j'ai avec de la manipulation Internet, là, avec Desmos ou Ouais, Polypad, là, puis que ouais. je triple cette activité-là, puis je la trouve bien construite, ben, je ne changerai pas cette activité-là. Tu sais, j'y vais avec qu'est-ce que j'aime. Mais il y en a qui le font mur à mur, il y en a qui en font quelques-unes, il y en a que c'est 50-50. Tu sais. Moi, je pense qu'il faut se respecter aussi en tant qu'enseignant là-dedans. Oui, oui, oui. Ah, c'est clair, chacun son rythme. Dans le fond, euh, Dans le fond, la question que je devrais te poser, c'est autour de l'efficacité, parce que dans le fond, d'un point de vue systémique, mettons qu'on enlève la préférence personnelle, c'est, y a-t-il des résultats quand même intéressants qui viennent de ça? Tu sais, il y a l'engagement, c'est stimulant, c'est une nouvelle approche, on apprend, on développe des compétences. Est-ce que les élèves réussissent bien ou mieux en mathématiques avec cette approche-là? Tu sais, y a-t-il Mais de ce des, que moi j'ai c'est-tu vu, prometteur dans ce sens-là, là? mais de ce que j'ai vu, c'est que les résultats restent sensiblement les mêmes. Tu sais, si tu avais une moyenne de 80, tu risques d'avoir une moyenne de 80. Mais ce qui change, c'est que les élèves ils ont hâte de venir dans ton cours, OK. participent, ils s'engagent, ils apprennent à connaître les autres, ils développent la collaboration, l'empathie, tu sais, toutes les compétences transversales qui sont pas des compétences mathématiques, là, sont développées, exploitées, mais le plaisir d'apprendre, tu rentres dans une classe collabo-réflexive, là, t'en vois pratiquement pas d'élèves qui décrochent. Il peut en avoir un ou deux qui ont de l'air moins intéressés, là, mais sont tous présents, engagés. C'est impressionnant à voir, là, une classe collabo-réflexive. Quand ils sont assis à leur pupitre, là, il y en a plein qui pensent à qu'est-ce qu'ils vont faire en fin de semaine, tu sais, qui font plein. Ils ont de l'air à travailler puis à écrire, mais est-ce qu'ils sont vraiment engagés? Donc, mais c'est de voir le niveau d'engagement, ça vaut plus que les résultats qui Ah offrent, oui, là. ah ouais, on développe les personnes, la présence scolaire prend un tout autre sens parce que c'est social, c'est engageant. Ça doit être pas mal plus plaisant aussi pour l'adulte qui est là de voir des élèves qui s'engagent. Puis, tu sais, parce que, tu sais, ça use.
Tu sais, si tu te présentes en salle de classe jour après jour, puis le feedback que tu as, c'est un manque d'engagement, ça use ton enthousiasme pédagogique, tu sais. Oui, Fait que puis je me dis, de voir des jeunes engagés qui se développent, ça doit être pas mal stimulant, là. oui, tu retrouves là, tu sais, la flamme t'as hâte de rentrer en classe, t'as hâte de voir. Moi, ça m'est arrivé des fois là, d'être au milieu de ma classe, regarder les élèves travailler, puis trouver ça tellement beau qu'avoir une émotion, tu sais, comme vouloir avoir des petites larmes de Ouais, joie. ouais, Je suis ouais, comme, ouais. ce sont mes élèves, puis ils ont découvert ça par eux-mêmes, puis ils sont capables de faire ça, puis c'est beau, tu sais. Nous, on est là pour les guider, les aider, modéliser les bons comportements, tu sais, parce que on n'a pas tout parlé, mais comment qu'on fait pour modéliser la collaboration? Comment qu'on fait pour modéliser la bonne communication dans l'équipe? Tu sais, on développe tout ça, puis ça, c'est des choses on dit notre programme, il est trop lourd, on n'a pas le temps de développer ça. Puis ça, là, ça va avoir une plus-value plus tard, là. Ah, c'est clair. Ben, juste dans le moment présent, dans la joie de vivre, puis de... Ouais, ouais. Hey, j'ai le goût de le montrer, le livre, si jamais les gens sont intéressés. J'avais une copie. J'ai visité quelques écoles. Moi, je suis pas un prof de maths. Je pourrais pas enseigner mathématiques demain matin, mais d'avoir vu ça en action, d'avoir feuilleté les 14 stratégies, on va mettre le lien dans les notes de l'épisode. Puis je sais qu'il y en a d'autres, puis il y en a en français aussi. Là, je veux dire, ce monsieur-là est quand même connu, là. Ça fait des petits, comme on dit, cette approche-là. Mais ce que j'allais dire, c'est que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça s'applique à toutes les classes, là. On Euh, peut exporter ces idées-là dans d'autres matières, là. cette pédagogie-là, d'amener les jeunes à rendre leur pensée visible, ça se fait, là. Mhm. C'est payant, point de vue social, engagement, apprentissage et tout ça, là, c'est clair. Ouais. Est-ce que j'ai le goût de te poser la question parce que tu es passé d'enseignante à conseillère pédagogique qui Mhm. demande de développer un autre bagage de compétences. On accompagne l'humain dans des sorties de zone de confort. Fait que j'ai le goût Mhm. de te poser la question à toi, Mélanie Morissette, elle, qu'est-ce qui te sort de ta zone de confort comme conseillère pédagogique, là, mettons, là, dans ce que tu es en train de mettre en place ou ce que tu pas, c'est ce que tu amènes de l'avant, là. Qu'est-ce qui t'amène à grandir comme c'est là, là? Mais là, moi, je suis dans un milieu, je suis dans une école privée. Ouais, Donc, on n'a pas de centre de service, on n'a pas, tu sais, on est plus autonome puis indépendant. Donc, moi, je suis conseillère pédagogique pour toute l'école, pour tous les sujets, pour toutes les matières. Donc, tu sais, j'apprends beaucoup de mes collègues enseignants parce que j'ai pas le choix de m'entourer moi aussi puis de travailler en équipe. ouais. Les approches pédagogiques, puis l'évaluation, puis comment utiliser l'intelligence artificielle puis baliser ça, tu sais, ça s'applique dans toutes les matières, mais quand même, quand tu as un enseignant d'univers social qui vient te voir puis qui veut que tu regardes avec lui sa séquence d'enseignement, ben ça me sort un peu de ma zone de confort, mais c'est vraiment intéressant. Puis moi, ce que j'aime, c'est le travail d'équipe. Donc, c'est ça qui me, tu sais, j'ai développé ça avec mes élèves, mais là, je peux le réinvestir parce que j'ai pas le choix. Là, on est une équipe dans mon école, là. Moi, je suis conseillère pédagogique, mais je connais la didactique des mathématiques, mais je connais pas la didactique de toutes les matières. Non, c'est ça. Non, non. Donc, on est capable de réfléchir puis faire avancer les choses. Ben, j'imagine le langage commun ou ce que tu amènes, c'est la pédagogie. Ça, Mhm. c'est ce que vous avez en commun comme langage. Puis l'expert du contenu, ça demeure la personne que tu accompagnes. Si c'est pas de la maths, mettons, ou un domaine que toi, tu maîtrises plus, là, mais je comprends très bien. Moi, quand j'ai fait mes débuts comme conseiller pédagogique, c'était au sujet de l'évaluation. Puis j'accompagnais des personnes de toutes les matières. Puis je veux dire, j'avais pas enseigné les autres matières. Puis on s'entend. Tu te dis, ouais, tu sais, qui apprend plus ce matin, là? Oui, c'est ça. Ma courbe d'apprentissage à tous les jours, elle augmente. Ouais, ouais. Puis tu sais, tu sais, l'éducation, il y a personne qui se lève le matin en éducation qui dit aujourd'hui, je veux mal faire, là. Tu sais, on Ben veut non. très bien faire, puis tu sais, on veut donner ce qu'on a de mieux pour les élèves. Mais ça reste que l'éducation, c'est très émotif, hein. Tu sais, Ah ouais.
Donc là, c'est ça, des fois, quand on est assis avec des gens, puis que c'est pas tout le monde qui a la même vision, mais là, ça vient dans l'émotion, puis là, ben, c'est gérer cette émotion-là, là. Il y a personne qui veut mal faire ici autour de la table, là. Non. Mais moi, avec mon bagage, mes expériences, le fait que je suis une maman, que j'ai 3 enfants, que j'ai des enfants aussi qui ont des défis à l'école, des fois, j'ai une vision différente que quelqu'un d'autre qui a un autre bagage complètement différent. Puis c'est d'être capable d'en discuter ensemble, parce que c'est dans la discussion qu'il y a quelque chose de magique qui va, à un moment donné, se regrouper, puis on va se retrouver à quelque part, puis on va avancer vers plus loin ensemble. Mais tu sais, des fois, là, c'est ça, c'est émotif, donc c'est la place des émotions dans tout ça, là. C'est tellement gros. Des fois, c'est le gros frein qu'on voit pas, tu sais. Puis, ouais, quand tu fais une place à ça, puis que tu actives ton écoute, tu entends ce qui n'est pas dit. Des Mhm. fois, ça permet d'avancer ensemble. C'est ça qui est important à la fin de la rencontre, qu'on soit ensemble, qu'on ait le goût de continuer ensemble. Ça, c'est quand même un défi, là, tu sais, des fois, on se retrouve pas à première vue à quelque part, mais il faut continuer à travailler ensemble puis trouver un point commun. Puis des fois, ben, il y a des idées ou des politiques ou des choses qui sont amenées dans une école qui plaisent pas à tout le monde, mais comment bien accompagner tout le monde pour que tout le monde se sente à l'aise avec le changement. Ouais. Mais tu sais, des fois, il faut être à l'aise avec le fait qu'on ne sera pas à l'aise, comme tu as dit tantôt. À ta façon, c'était faut tolérer le chaos. Puis, il faut aussi être conscient, je pense, objectivement, que la raison pour qu'on est là, c'est pas nécessairement pour être confortable. Ce serait le fun qu'on le soit tout le temps. On est là pour que les jeunes apprennent. Puis Mhm. parfois, il faut regarder les données puis se dire, sais-tu quoi? Les élèves qu'on me confie sont pas nécessairement en super apprentissage présentement. Puis juste ça, ça peut me rendre inconfortable. On s'entend? Oui. Puis, ouais, ben, tu sais, faut pas avoir peur de la vérité, tu sais. Avec bienveillance, là. Puis Puis, tu sais, il y a des choses qu'on comprend pas, tu sais, pourquoi que les élèves prennent plus de temps, disons, pour faire une tâche qui voulait une couple d'années, ils en prenaient moins. Tu sais, Mhm. on Mhm. n'est pas capable d'expliquer ce phénomène-là, mais on fait face à ce phénomène-là. Donc, comment qu'on les outille pour gérer mieux leur temps, puis gérer mieux aussi, il y a peut-être une part d'anxiété qui rentre là-dedans, pourquoi... Mais, tu sais, c'est trouver des idées, des solutions pour amener tout ça, mais Ouais. c'est un beau défi. Ah, c'est clair que ça l'est. Tu disais que tu étais maman, Oui. puis la question qui me vient, c'est comment tes expériences comme maman avec tes enfants, tes expériences font-elles de toi une meilleure conseillère pédagogique selon toi? Moi, c'est ça, les enfants, ça te fait apprendre beaucoup de choses sur toi, hein? Ouais. Ah oui. Avoir des enfants. Oui. Mais moi, j'ai la chance d'avoir 3 beaux enfants là, qui vont de cinquième secondaire jusqu'au primaire, là, tu sais, sont OK. donc, OK. je touche à tout ça, là. Ouais. Ouais, puis, ben, tu sais, moi, j'ai des enfants, ben, mes 2 gars sont dyslexiques, dysorthographiques, là, donc, tu sais, OK. ce défi-là de la lecture puis de l'écriture, puis on sait que la lecture, c'est la base de toutes les matières, là. Ouais. Donc, comment qu'on fait pour donner accès à nos élèves, pour que nous, comme enseignants, on puisse aller voir leur compréhension, mais sans que la lecture devienne une barrière Mhm. à cette compréhension-là. Tu sais, Ouais. en mathématiques, là, dans l'approche de la classe collabo-réflexive, là, une des façons qui ont fait tomber cette barrière-là, qui est la lecture, ben, c'est en donnant la tâche. Tu sais, quand j'ai dit les 5 premières minutes, on fait le lancement debout, tout le monde, mais on donne la tâche verbalement. Donc, pour essayer parce que la lecture, c'est un frein, des fois, qui empêche de voir le raisonnement mathématique. Donc, Ah, essayer il de y a donner. il y a de la littératie en mathématiques. Mhm. Ah ouais. Donc, essayer de donner accès à la tâche, c'est de façon verbalement pour que tout le monde y ait accès. Mhm. N'empêche pas qu'après ça, tu peux l'avoir d'affiché au tableau ou avoir une feuille avec les mots, mais si tout le monde a au moins l'accès verbal, ben, tu sais, ça enlève une barrière. Ou des fois, en mathématiques, garder dans toute ta séquence le même contexte.
Donc, j'ai une tâche, moi, que j'aime faire avec les élèves où c'est, t'as un stand, puis tu vends des hot dogs. Puis là, la situation change, là, le prix du hot dog, la location de ton emplacement, bon, etc. Mais tout au long de l'activité, il y a 20 petits problèmes, mais j'aurais pu changer le contexte à chaque fois. Mais Ah, j'ai oui. décidé de garder que je vends des hot dogs. Pourquoi? Pour donner accès à tous les élèves à la tâche, puis pouvoir voir mathématiquement s'ils comprennent qu'est-ce qui se passe quand les paramètres changent. OK. Donc, avoir des enfants qui Une bonne idée, ça. ont de la difficulté en lecture, ben, ça amène à repenser comment je vais présenter ma matière pour que, oui, j'enseigne des stratégies de lecture. Oui, des fois, il y a des problèmes écrits, là. On peut pas faire abstraction de ça, mais est-ce qu'il faut que ça soit 100% du temps dans ma classe de maths? Puis qu'est-ce que je peux faire pour, des fois, faire tomber cette barrière-là? Parce que moi, ma compétence, c'est résoudre des problèmes mathématiques ou raisonner en mathématiques. C'est pas être capable de comprendre des textes écrits. Exact. Mm. Fait que ça demande d'être conscient de ça, là, puis de voir les possibilités, puis selon ton intention pédagogique. Fait que Donc, tes enfants t'ont appris ça, que tu transfères mathématiques. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais nommer? Je veux pas te couper. ben moi, j'ai un de mes garçons qui joue de la guitare. Tu sais, c'est un musicien, puis c'est un gars très créatif. Tu sais, OK. un gars créatif. Puis lui, il trouve que l'école laisse pas assez de place à la créativité. C'est qu'est-ce qu'il me redit le plus souvent, là, du maman à l'école, quand j'écris un texte en français, ben, il y a tellement de contraintes que je peux pas écrire ce que j'ai le goût d'écrire, ça tue ma créativité. Puis ça, c'est quelque chose c'est ça, il vient, à chaque fois qu'il me dit ça, ça chamboule tout, puis je suis comme, OK, est-ce que, oui, on a des critères d'évaluation, on a des programmes à respecter, mais comment faire pour laisser cette place-là à la créativité dans nos cours, même en mathématiques, là? Ah ouais. Je t'entends. J'ai pas Ouais. tout le temps les réponses, Non, non, non. mais tu sais, ça me fait réfléchir, puis j'essaye de dire, si lui trouve ça, il y en a d'autres qui trouvent ça, là. Ah ben c'est clair. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que parfois nos tâches, pas parfois, souvent nos tâches sont conçues en fonction de ce que ça va impliquer en termes de correction par après. Fait qu'on met un cadre, comme ça, la dimension évaluation, reconnaissance des acquis est simplifiée, puis ça brime la créativité, parce que si tu mets pas de cadre, ben là, j'avais pas besoin de tout ça pour obtenir la preuve que je recherchais pour ce que moi j'ai à faire d'un point de vue de gestion d'éducation, tu sais. Mhm. Je comprends ça, mais il y a des impacts sur le goût d'être à l'école, là. Ouais, Ouais. ouais. Tu as dit, tu as appris beaucoup sur toi. C'est quoi, mettons, t'es pas obligé, là, juste si tu as le goût de nous le partager. Qu'est-ce que tu as appris à ton sujet grâce à tes enfants? Ah, que je suis pas bonne pour leur enseigner. T'es pas un prof à la maison, hein? T'es la Ah, mère. Ouais. c'est ça. Donc, à la maison, moi, je suis une maman. Donc, après, c'est ça. Faut que j'enlève mon chapeau parce que les autres, de toute façon, toute la journée, ils ont été pendant 8 heures de temps avec des enseignants, là. Donc, ils Ouais. ont pas le goût d'en avoir une autre rendue à la maison. Mhm. Donc, ouais. Donc, ça, tu sais, quand ils arrivent avec des devoirs, là, puis toi, tu arrives avec ton chapeau de prof, là, ça marche pas. Là. Faut que tu aies ton chapeau de maman. Wow. Écoute, ça me parle tellement. Je suis certain nos auditeurs, là, est-ce que vous vous reconnaissez? Ouais, ouais, ah, c'est clair. Moi aussi, je suis pas l'expert de leadership à la maison. Ça marche pas. Je me fais mettre à ma place, tu sais. La dynamique est différente, puis en famille, on veut avoir du plaisir, on veut avoir des bons soupers avec des discussions sur tu sais, n'importe quoi, on veut penser à notre prochaine fin de semaine de camping, mais pas à faire des maths puis du français et tout ça, là. Ouais, je comprends, je comprends. Écoute, c'est tellement le fun de jaser avec toi. J'ai le goût de te demander, mettons, euh, un conseil que tu as reçu au fil de ta carrière, ou c'est un conseil, c'est une personne, c'est un événement marquant, quelque chose qui fait que tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui,
qui t'a amené à renoncer à ta salle de classe parce que c'est ça, devenir conseiller pédagogique, tu renonces à quelque chose que tu aimes bien gros pour aller vers quelque chose que tu penses qui va t'amener à contribuer plus, tu sais. Donc, y a-t-il un événement ou une lecture ou une personne qui t'a aidé à devenir qui tu es aujourd'hui, là? Mais moi, je pense que c'est plein de belles rencontres que j'ai faites dans ma carrière. OK. J'ai eu la chance de rencontrer plein de monde stimulant, tu sais. J'ai eu la chance aussi d'aller, tu sais, en formation, en congrès, tu sais, aller à la rencontre des gens, là. Ouais. Puis je suis curieuse aussi, donc j'écoute des balados, des choses comme ça. Tu sais, des fois, tu sais, des fois, t'es pas obligé de rencontrer la personne puis de la Ben connaître, non. mais Ben écouter un non. balado puis Ouais, juste ouais, réfléchir à ce que la personne a dit, c'est suffisant. Mais ouais. oui, donc non, j'ai eu la chance de rencontrer plein de monde dans ma carrière qui m'ont aidé là, surtout en mathématiques là. Tu sais, moi, tout passe par l'approche de mon enseignement de mathématiques, puis après ça, je suis capable OK. d'aller un peu partout dans ces zones-là. Mais Tu fais des ponts, là. ouais, tu sais, sur le CA du GRMS, là, j'ai rencontré plein de gens aussi motivés que moi, là. Donc, Ouais. tu sais, juste pour pas les nommer, deux enseignants de mathématiques qui m'ont beaucoup appris, c'est Frédéric Ouellette puis Guy Picard que j'ai rencontrés sur le CA du GRMS. Puis, tu sais, Frédéric qui m'a appris à animer. Tu sais, j'avais jamais vraiment animé. Puis, il m'a tendu la main, j'ai dit oui, puis grâce à lui, tu sais, j'ai commencé à animer des ateliers, puis ça Wow. a développé quelque chose en moi. Ouais. Moi, je collabore beaucoup avec la FEEP, donc, tu sais, Christian Leblanc, c'est quelqu'un Ah oui. que j'estime beaucoup, puis que tu sais, j'ai suivi son balado sur la CEA que vous avez fait ensemble, tu sais, les approches. Donc ça, c'est une personne qui a changé aussi beaucoup de façon de voir tu sais, dans ma carrière, de planifier mes cours. Donc, tu sais, c'est plein de rencontres comme ça de gens un peu partout dans le réseau, mais puis moi, j'ai souvent dit oui à quand on me tendait la main. Tu sais, à un moment donné, on m'a demandé de faire un Ignite. Ouais. J'ai eu la peur de ma vie, mais j'ai dit Ouais. oui. Puis c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues. Donc, tu sais, je pense que de dire oui à ces belles opportunités-là, des fois, ça nous fait grandir. Ouais. Je suis d'accord tellement, hein. Dire oui à l'idée de s'essayer, là. Tu sais, là. Ouais. Ah, c'est clair. C'est Ça, clair. j'étais inconfortablement inconfortable quand j'ai dit oui pour le Ignite. Ouais, ouais, écoute, c'est clair. C'est clair. C'est toute une expérience. C'est toute une expérience. C'est tout un cadre, hein. Oui. Puis, non, non, c'est sûr. C'est sûr. Hey, écoute, c'est formidable de jaser avec toi. Ta passion passe à travers de l'écran, là. Je sais pas ceux qui nous écoutent, si vous êtes dans YouTube, là, ta passion là, non-verbalement, c'est wow. Écoute, 2026 s'en vient, dans pas long. Qu'est-ce qu'on souhaite à Mélanie Morissette en 2026? Ah, j'ai plein de projets. Oui? Oui, tu sais, comme j'ai plein d'idées en tête. Je sais pas où tout ça va mener, là, mais tu sais, j'ai plein d'idées, plein de projets. Là, je veux développer, je veux m'améliorer avec l'intelligence artificielle, là. Tu sais, je veux développer des agents conversationnels, là, que je vais pouvoir partager Oui. aux enseignants ou qui vont pouvoir m'aider, là. L'intelligence artificielle, ça, c'est quelque chose qui me motive, puis je veux prendre le temps de me l'approprier comme il faut, puis de comprendre cette machine-là, cette bébite-là, là, parce Oui. que je veux pas me tromper non plus, là, tu sais, je veux rester vigilante par à ça, mais je veux quand même me l'approprier puis Ben oui. développer des outils. Oui. J'aimerais ça, tu sais, continuer mon implication sur le CA du GRMS. Donc, tu sais, techniquement, ben là, présentement, mon mandat de 2 ans vient de finir. Donc là, je vais voir, là, j'ai fait la demande, j'ai déposé ma mise en candidature pour un autre mandat. Donc, on va OK. voir qu'est-ce qui va se passer. Mais si ça se réalise, ben, le thème du prochain congrès, on l'a annoncé, c'est demain les maths. Donc, c'est l'intelligence artificielle et les mathématiques. Donc, qu'est-ce Ben que là. ça fait clair, ça? Donc, ça, c'est quelque chose là, qui me motive beaucoup, là. Puis,
aller à la rencontre de gens, peut-être du récit MST. Eux autres, ils développent déjà des choses là-dedans. Donc, j'ai rencontré plein de monde au dernier congrès là, qui mijotait là-dessus puis qui commençait. Donc, je veux aller à leur rencontre puis voir jusqu'où tout ça va m'amener, là. Wow, des belles choses qui s'annoncent, Ouais. hein? Puis ben, la classe collabo-réflexive, je veux continuer à accompagner des enseignants, à essayer de penser à des séquences d'apprentissage, aller chercher d'autres formations à suivre. OK, ben écoute, je te souhaite que tout ça, ça t'amène là où tu as besoin d'aller pour continuer sur ton chemin. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça qui se passe, hein. On suit notre intuition, puis on rencontre les personnes qu'on est censé rencontrer en cours de route. Fait que, puis on se Mhm. construit à travers ça. Fait que, c'est un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin. As-tu le goût de laisser un petit message aux gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, là? Je ne sais pas ce que tu as le goût de déposer. Ben, de oser. Tu sais, on dit à nos élèves de prendre des risques, ben, ça Ouais. veut dire qu'il faut s'accorder ce droit-là aussi de prendre des risques puis faire des erreurs. On a le droit, nous autres aussi, là. Donc, oser. Wow! Message reçu. C'était Mélanie Morissette. À tout le monde était un leader.